Bonjour, bienvenue sur Donut and Human, la chaîne YouTube qui donne la parole aux acteurs engagés du business positif. Je suis aujourd'hui avec Nargis Ben Mebarek. Bonjour Nargis. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Merci, très contente Viviane. de te recevoir. Nargis a fondé Élémentaire l'année dernière, une marque de vêtements pour enfants avec une orientation résolument économique et solidaire. Une marque citoyenne aussi, une pionnière qui innove sur les business models digital et des instruments juridiques nouveaux, marque à impact, fonds de dotation, fonds de pérennité, pour assurer la mission qu'elle s'est assignée. Ce qui m'a tout de suite frappé chez toi, Nargis, en découvrant ton projet, c'est l'appel citoyen à un autre niveau, sans compromis. Une marque qui permet d'aborder des sujets de fond, beaucoup de sujets de fond, qui touchent à l'éducation, à nos habitudes de consommation. Et donc c'est une marque qui se pose des questions et pousse à se poser des questions. Alors bienvenue, je suis très heureuse de pouvoir en parler avec toi, de cette marque ultra engagée. Première question, Élémentaire. Le choix de ce nom, il est extrêmement porteur, extrêmement symbolique, on peut y voir plein de choses. Est-ce que tu peux me raconter ce que toi tu as voulu mettre derrière ? Alors déjà, un grand merci de me recevoir, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis bientôt 2 ans. Et je suis contente de pouvoir m'exprimer et de pouvoir en parler avec toi. Élémentaire, alors pour tout te dire, j'ai travaillé en fait avec une amie sur ce sujet qui travaille dans le naming, et je souhaitais en fait avec ce nom marquer les esprits, ça évidemment, et en plus il y avait un peu une question de comment on retourne aux fondamentaux. Quelles sont les évidences en fait, et c'est vrai que ce terme élémentaire, il s'applique à l'école, donc c'était quand même le sujet en fait majeur moi de mon projet, et en plus derrière ça effectivement quelles sont les questions élémentaires qu'on se pose, et surtout quelles sont les fondations quand on veut soutenir comme moi l'égalité des chances par exemple, donc, et la connaissance et l'accès à la connaissance. Et tout ça, finalement, rapporte, enfin, en tout cas, illustre un sujet qui est comment on apprend dès le départ, quand on est très petit. Et moi, c'était un peu le sujet de départ. Quels sont les élémentaires et les fondamentaux qu'on doit acquérir pour pouvoir réussir dans la vie. D'accord. Donc une marque qui a un socle qui assoit Exactement. Dans la petite enfance. Et dans Élémentaire, je vois aussi cette espèce de joie des couleurs primaires. Absolument. Qui sont... Qui est arrivée dans la foulée. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai étudié le marché, moi j'ai commencé par le sujet du sous-vêtement. Et quand j'ai étudié le marché, je me suis rendu compte qu'effectivement ce sujet de couleurs est arrivé très vite dans les opportunités qui s'offraient pour pouvoir apporter finalement une réponse à un manque sur le marché. Et ce sujet des couleurs primaires un peu élémentaires aussi, effectivement, est venu illustrer un peu le propos. Donc c'est génial parce qu'effectivement, il y a finalement plein de façons d'aborder ce terme-là, et encore une fois il est lui-même socle finalement du projet, donc le fameux élémentaire, voilà. de Charles Watson en plus. Voilà. Et bon, moi j'aime bien, je suis quelqu'un avec une éducation assez austère, assez, on va dire, un peu traditionnel, on va dire, et en fait le fait de pouvoir, pour moi c'est important de dire des choses qui ont du sens. Ok. Et pas se disperser. Exactement. Et puis en fait j'aurais pu, pour tout te dire, par exemple, je cherchais un nom au départ, je me suis dit je vais me lancer dans un espèce d'anglicisme et tout, et en fait je me suis dit non, si je veux que ça puisse s'inscrire dans les mentalités et puis dans l'esprit collectif, il faut que le nom soit marquant. Oui, qu'il y ait un fort storytelling autour, justement, plein d'histoires à raconter. Et du coup, et c'est comme ça qu'on a travaillé justement sur ce mot. Tu vois, tu es experte à la base, tu es experte en digital, tu viens de chez Nelly Rodi, qui est ce grand cabinet de tendance qui fait de l'accompagnement des marques de mode et des marques très créatives. Donc tu as accompagné plein de marques de mode. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Pierre-François Delouette, notre ami de chez Nelly Rodi, qui je sais t'adore. Il sera très heureux de te voir ici. Et c'est réciproque. Voilà. Et donc tu as pu analyser en fait très bien ce marché, le comprendre. Qu'est-ce qui tournait pas rond dans la mode de ton point de vue ?
Qu'est-ce qui t'a interpellé? Pour être tout à fait sincère, j'ai pas bossé tant que ça avec des marques de mode quand j'étais chez Daily Rodi. En revanche, j'ai mené une étude avec la directrice de la mode à l'époque sur l'innovation, les leviers d'innovation en fait au service de la mode. Et on a identifié plusieurs leviers. Il y avait évidemment ce sujet, c'était déjà en 2017, c'était le sujet de digitalisation des marques et notamment des grandes enseignes. Et il y avait aussi ce sujet de l'engagement. Et en fait, on a étudié plusieurs business models qu'on trouvait intéressants. Il y avait évidemment beaucoup de modèles liés à la mode féminine, qui est quand même très porteuse sur ce marché, mais qui avait aussi besoin de se réinventer. Et il y avait aussi des initiatives qui avaient commencé à naître de marques engagées et qui étaient plus petites et plus direct to consumer et que je trouvais je trouvais qu'on trouvait en tout cas tous et toutes quand on a mené cette étude hyper intéressant et je me suis questionnée sur j'avais pas la volonté moi je suis restée 3 ans chez Nelly Rodi et pour tout te dire, et Pierre-François le sait, en fait, je prenais l'accélération au moment où moi j'avais besoin de ralentir. Et j'ai adoré cette expérience, mais il est clair que j'avais aussi besoin de mener, je pense, un projet plus personnel. Et c'est vrai que, en menant cette étude, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une réponse à apporter sur un marché qui m'intéressait, moi, qui était la mode enfantine. Ça t'intéressait pourquoi? Parce que tu as été maman à ce moment-là? Alors oui, je ne veux pas faire le schéma classique de la maman qui a trouvé que la maternité l'avait réveillée, mais ma conscience, de toute façon, écologique et environnementale, elle est née un petit peu avant ma maternité et elle s'est confirmée au moment de la maternité, puis au moment aussi d'un phénomène de société. Il y a tout un tas de phénomènes de société qu'on a vécu ces dernières années. Plus des crises, une énorme crise sanitaire, sociale et solidaire. Donc moi, je ne suis pas passée au travers, bien au contraire. Je me suis dit que justement, il était temps peut-être de pouvoir essayer de contribuer d'une façon ou d'une autre à une dynamique. Mais parce que c'est ma nature et que j'avais envie de le mener comme ça, voilà. Mais effectivement, il y a des modèles économiques que je trouvais hyper intéressants de marques qui s'étaient lancées. Allons-y, parlons-en. Alors, on va parler des Digitally Native Vertical Brands. Voilà. Alors ça, c'est toi, tu peux en parler mieux que moi. Tu peux en parler mieux que moi, mais dans la beauté, dans la mode... Peut-être juste définir que ce sont des startups qui sont des modèles digitaux, qui se lancent comme des startups technologiques. Et qui font des biens de consommation dont les premiers modèles sont nés aux États-Unis il y a 10 ans dans la mode justement. Et qui ont la qualité ou qui avaient la qualité parce qu'on est déjà en train d'en parler au passé parce qu'on est en train de se rendre compte que le modèle évolue, mais qui avaient en tout cas eu l'audace à l'époque de parler directement aux consommateurs. Ouais. Lesquels t'ont inspiré plus particulièrement? À l'époque, aujourd'hui l'a décrié Glossier, par exemple, mais des entreprises comme Everlane, que je trouvais hyper intéressante aussi sur ce modèle. Everlane qui a été le premier en fait, à parler de transparence, à expliquer en fait, ce qui se passait derrière, le coût, à décomposer les coûts des vêtements, à expliquer en fait, où étaient les marges. Exactement, et à faire preuve de transparence sur la fabrication, et à expliquer avec qui il travaillait et comment... et à donner des images, à militer finalement pour en moins d'opacité, plus de transparence, pour pouvoir expliquer aussi comment les produits sont faits et où passe effectivement le prix d'un produit qu'on achète. Et derrière, tu as aussi une culture de la gestion, tu as une culture de ce qu'on appelle le lean startup, c'est-à-dire être plus frugal, ne pas surproduire, produire à la demande. Est-ce que cette culture-là t'a inspiré? Absolument, et à l'époque de cette étude, j'avais rencontré aussi des startups qui contribuent à ce modèle, comme Tekin, par exemple. Bien sûr. Tu peux expliquer Tekin? Alors, Tekin, c'est une start-up qui n'est plus vraiment une start-up aujourd'hui parce qu'ils ont grossi, mais ça reste quand même, en tout cas, une entreprise qui vise à contribuer, à proposer en tout cas aux entreprises de faire de ce qu'on appelle la production on demand, donc de la production à la demande, et de fait, proposer aux marques de pouvoir ne produire que ce dont ils ont besoin. Comment ils interviennent, et de façon répétitive. Dans la production? Ils interviennent en amont de la production, ils interviennent à plusieurs leviers, mais on va dire leur métier, c'est surtout de pouvoir partir d'un matériau existant, enfin d'un rouleau de tissu typiquement, et de faire de la découpe. D'accord, et de l'optimiser. Et de pouvoir optimiser en fonction des besoins des marques.
Donc, il s'adresse plutôt à des grandes enseignes. Et j'ai l'impression, sauf à me tromper, je te dirais qu'il travaille plutôt aujourd'hui avec des grandes enseignes qui ont besoin de faire du volume, mais qui ont besoin parfois de faire du picking sur des tailles particulières pour pouvoir les dispatcher en magasin et réassortir de façon finalement plus judicieuse. Et je ne crois pas que leur modèle ait vraiment changé. En revanche, il a grandi et je pense que le besoin, en plus, ils répondent encore une fois à une demande qui est comment on arrête d'acheter en commande en volume 1 an à l'avance et de faire réassortir et de stocker, et comment en fait on produit en fonction des besoins pour plus d'agilité. Et tu t'es appuyé sur leur technologie ou ça t'a intéressé de réfléchir? Non, je ne me suis pas appuyée sur cette technologie-là, tout simplement parce que sur le marché, moi, que j'active, le sujet il est un petit peu différent. Et puis il faut déjà être sur des questions de volume qui sont hyper importantes. Je suis plus inspirée par les modèles de précommande. Bien que là aussi sur la mode enfantine ça ne s'applique pas, mais en tout cas ce que je trouve plus judicieux c'est comment on peut orienter la marque, ou en tout cas la création d'une marque et la fabrication d'une marque pour pouvoir faire les choses avec peut-être moins de légèreté mais avec plus d'engagement. Ça passe par comment tu choisis déjà les matières et les produits que tu fabriques. Déjà, avant de parler des matières et des produits, pardon, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que tu vends? Aujourd'hui, Élémentaire sont principalement des sous-vêtements pour enfants, mais sans spoiler, on est en train de développer la suite de la gamme. En tout cas, la volonté d'Élémentaire, c'était de proposer des collections qui soient 100% coton biologique. T-shirt, culottes, des bardeurs, culottes, boxeurs, qui respectent la peau et les muqueuses. Ah, parlons-en. Faisons une petite parenthèse. Justement, parce que ça fait partie des engagements de Primark et c'est un sujet qui est hyper méconnu. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un sujet de sécurité sanitaire, en fait. Oui. C'est-à-dire que, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que... c'est pas un problème, mais en fait, on ne se questionne pas assez. Moi, je suis partie d'un constat qui est, à un moment, effectivement, et là, je reprends ma casquette de maman, j'ai fait un constat, c'est que je cherchais des sous-vêtements en coton biologique. Je suis partie du même constat que les protections hygiéniques. Voilà, et les tout tampons. Ce qu'on ingère, tout ce qu'on ingère, ce qu'on met sur la peau où on fait l'effort. Exactement, de se dire, nos produits de beauté, voilà, toute cette finalement cet effort-là qu'on a fait, ou en tout cas cette prise de conscience qu'on a eue, on ne l'applique pas aux sous-vêtements de nos enfants. On se l'applique à peu près sur les sous-vêtements et encore sur les sous-vêtements pour adultes, pas vraiment finalement. Mais en tout cas, moi, je continuais d'aller dans des marques de fast fashion pour acheter les sous-vêtements de ma fille. Et qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans les... Eh ben, c'est du coton, on ne sait pas comment il est fait. A priori, si effectivement on questionne la qualité des produits des t-shirts, il faut encore plus questionner la qualité des sous-vêtements. Les sous-vêtements, c'est quand même en lien avec des parties de notre corps qui sont, on va dire, fragiles. C'est important de se demander comment ce produit est fait, par qui, et puis quelle est la matière. On a beaucoup décrié, on décrit encore beaucoup le coton conventionnel. Donc s'il est toxique pour la peau, et si effectivement on part du principe que y a des produits, des substances toxiques sur ces produits-là, pourquoi il n'y en aurait pas sur les sous-vêtements, et pourquoi ça n'aurait pas un impact sur la santé, sur notre santé, la santé de nos enfants. Donc sans avoir un discours très moralisateur et... Moi, j'aime pas du tout qu'on m'effraie et qu'on me fasse peur, parce que je trouve que c'est contre-productif. En revanche, j'ai eu une vraie prise de conscience en me disant, si on a eu ce constat-là sur les chocs toxiques, par exemple, notamment des protections hygiéniques et des tampons, il faut se poser la question de savoir ce qu'on met sur notre peau. C'est pour ça que quand je vois tout un tas de jeunes marques qui soit font la promotion justement d'un consommer mieux, ou en tout cas d'un consommer moins, et en tout cas qui questionnent, et c'est aussi en parallèle de ça la montée en puissance des Yuka, des Clear Fashion, qui aussi nous aident à nous questionner, nous éclairer. À partir du moment où je commence à me questionner, je me suis dit, je ne dois pas être la seule maman à me questionner. Et ça a j'ai un peu ouvert une boîte de Pandore, c'est-à-dire que finalement, à l'intérieur de ça, il y a tout un tas de questions qu'on soulève sur la façon dont nos vêtements sont faits. Par qui, quelles sont les matières, et donc de se questionner de regarder les étiquettes. Donc ça, ce qu'on fait de plus en plus sur la mode responsable, les critères de l'environnement, mais tu sais, moi, ce qui m'étonne, c'est que en 2014, Greenpeace a publié un rapport sur l'utilisation des substances toxiques dans les vêtements et les couches. C'est vrai. Point. Vide.
vide à peu près. C'est-à-dire qu'il y a quand même des initiatives comme celle de June où on voit qu'il y a des marques qui se créent en réponse effectivement à ce sujet-là. Mais tu as raison. C'est un sujet c'est un sujet de société. Voilà. 2018, l'Agence de sécurité sanitaire recommande de laver tous les vêtements neufs pour réduire l'exposition aux produits chimiques. Produits chimiques, ok, qui sont des substances irritantes cutanées, toxiques et, tu as raison, avec des perturbateurs endocriniens. Le Parisien, je crois, il n'y a pas très longtemps, a fait un article là-dessus, laver vos vêtements, et c'est tout. Et c'est tout. Alors que pour la sécurité alimentaire, que pour la sécurité des cosmétiques, aujourd'hui, on est très très informé. Absolument. Donc c'est vrai qu'il y a un côté... Et moi, je m'inspire beaucoup de la beauté et des marques de beauté qui, justement, ont un cahier des charges qui est beaucoup plus exigeant que celui de la mode aujourd'hui. En fait, il y a effectivement, j'en parlais avec Héloïse Moignot, qui a cofondé Slow We Are, qui est un label de mode responsable. Et en fait, je pense que le consommateur aujourd'hui, il ne sait pas forcément à qui se référer, à quoi se référer. Ah non, c'est la jungle des labels. Voilà, c'est la jungle des labels, de ceux qui s'autoproclament, payants qui créent leur propre label, payants, mais nécessaires. Et nécessaire. Ouais. Mais en même temps, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être Cotex pour finalement faire du bien à la planète, parce que tu peux avoir un coton polyester qui est au Cotex, et comme tu le sais, le polyester, c'est pas forcément une matière très naturelle. Donc il y a effectivement un espèce de brouhaha sur ce sujet-là. Il y a effectivement des initiatives aussi qui émergent et qui sont hyper importantes, et notamment des initiatives comme celle de Slow We Are, ou comme DreamAct, qui essaye effectivement de faire de la curation, donc des sélections de produits qui sont responsables pour aider le consommateur. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce de grands gloubi-boulga. Tu t'es fait accompagner, toi, pour justement avoir le sourcing, sur les sujets de sourcing, d'approvisionnement Alors, pas dans un premier temps. J'y suis allée un peu la fleur au fusil, avec beaucoup de naïveté. Et j'ai trouvé... et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée assez rapidement, quand j'ai pu le faire, vers Fairly Made, qui est une agence de sourcing et qui accompagne les marques dans leur éco-responsabilité. Donc là, typiquement, la dernière collection qu'on vient de sortir de sous-vêtements, elle est en coton biologique, elle est certifiée GOTS. Elle est fabriquée en Inde, et j'ai pas peur de le dire parce que je sais que l'Inde c'est loin et que du coup ça crée des débats, mais le fait de travailler avec Fairly Made m'a permis de m'assurer que eux-mêmes ont un réseau en fait d'ateliers et d'usines avec lesquels ils travaillent, qu'ils accompagnent dans leur certification, leur labellisation, le renouvellement de leur labellisation. Et on a créé un QR code en fait qui va permettre au consommateur, quand il va recevoir les sous-vêtements de ses enfants, d'avoir toute une traçabilité sur le parcours du produit, de là où il a été fait jusqu'à la livraison. D'accord. C'était pas possible d'imaginer une production made in France. C'est encore une des rares industries qui survit. Alors j'avais vraiment... alors oui et non. C'est-à-dire que en fait, travailler avec Fairly Made impliquait de travailler avec l'Inde. D'accord. Parce que c'est là qu'est constitué leur réseau de qualité et fiable depuis plusieurs années. Que le coton biologique il est cultivé là-bas, et que on a fait cet effort d'aller plus loin, mais en même temps avec un coton qui est cultivé sur place et qui voyage par bateau, donc ça fait sens. Mais entre-temps, ce qui s'est passé en toute transparence aussi, c'est que on a eu une crise sanitaire qui a fait flamber un certain nombre le prix du coton, de produits, le prix du coton, le coût du transport. Donc là, j'ai fait ce choix-là à ce moment-là parce que j'avais envie d'avoir un produit de qualité, et j'ai pas trouvé d'équivalent en fait en Europe sur une fabrication GOTS, sur la contrainte de couleur aussi que j'impose avec des teintures éco-responsables. Enfin voilà, il y avait tout un processus et un projet. Mais j'aimerais bien à terme pouvoir revenir en Europe. Et je pense qu'en fait, on a le tissu industriel en Europe pour pouvoir développer la gamme. Et voilà. Mais ça, c'est un vœu pieux. Pour l'instant, en tout cas, la solution que j'ai trouvée, parce qu'au-delà de ça, il y a évidemment aussi des questions de coût. Enfin, si je veux proposer un produit à un prix raisonnable, je peux naturellement pas le faire en France pour tout un tas de raisons.
Mais en Europe, sûrement. Donc, voilà. Et là, jusqu'à quel point tu as décortiqué la chaîne de valeur, justement, toute la chaîne d'approvisionnement? Tu parles des couleurs, des teintures, etc. Tu es allé jusqu'au moindre détail, en fait? Tu as tout analysé, ton Oui, parce que, en fait, nous contente de faire un produit qui est complexe, parce qu'en fait, il a l'air simple comme ça. Mais en réalité, trouver un produit de qualité dans le grammage que je souhaitais, avec des teintures qui soient éco-responsables, avec des usines qui soient fiables, certifiées GOTS, c'est pas si simple. Donc, j'avais un cahier des charges qui était assez précis, qui était que voilà, je voulais effectivement tous ces critères-là, et surtout j'avais envie que le produit soit fabriqué dans des conditions qui soient aux normes des certifications GOTS. Donc, je suis allée assez loin, mais évidemment, après, c'est pas mon métier, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait confiance à Fairly Made, parce que en fait, elles sont hyper professionnelles et surtout très au fait de ce sujet-là, qui est en fait qui est un métier, hein, clairement. C'est-à-dire que le développement produit, le sourcing, le développement produit, les discussions avec les usines, c'est un sujet qui est fascinant, mais sur lequel j'avais besoin d'être épaulée parce que je ne peux pas tout faire. Et c'est pour ça aussi que je leur ai confié. Et surtout, j'ai une relation de confiance avec elles aujourd'hui. Et je pense que, tu sais, on parle beaucoup de l'Eldorado du Portugal. Mais en fait, c'est comme partout. C'est comme quand on fait produire à Paris ou ailleurs. Il y a à boire et à manger. Donc, tout le monde, au Portugal, il y a des usines qui sont hyper fiables et hyper qualitatives. Mais il y a aussi des gens qui sont moins fiables. Donc, c'était important aussi que je puisse m'adosser à un partenaire qui soit, qui joue ce rôle d'intermédiaire. Ouais. Du point de vue écologique, il y a toujours une question de est-ce qu'on a besoin d'une marque de plus sur le marché, sachant est-ce qu'on a besoin de vêtements neufs de plus. Alors évidemment, pour la question du sous-vêtement, c'est vrai que ça peut se poser, quoique il fut un temps pas si lointain où on se repassait assez facilement les vêtements dans la famille. Clairement, pour moi, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de faire un produit qui soit responsable, dans le sens où j'ai envie qu'il soit résistant. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un coton qui est un peu plus épais que ce que tu peux trouver sur le marché aujourd'hui. Parce que je crois beaucoup à la vertu du fait que tu puisses te le transmettre dans la fratrie auprès des frères et sœurs. J'ai pas envie, j'ai pas envie effectivement de rajouter une énième couche de vêtements à la planète. Après, il y a un sujet effectivement, entre guillemets, sanitaire, ou en tout cas de qualité de produit. Je m'imaginais pas faire du coton. On peut faire du coton biorecyclé, mais c'est moins résistant. Faire du coton recyclé tout court, je pense que c'est bizarre quand il s'agit de sous-vêtements. Pour la perception, en tout cas, de la cliente, je trouve que c'est pas super. Et la raison pour laquelle j'ai voulu quand même faire du 100% coton biologique, c'est que ma vocation, et en tout cas mon vœu pieux, c'est que ce produit puisse être recyclable. Donc demain, si jamais il n'est pas transféré ou transmis et que finalement il arrive en fin de vie, qui puisse réintégrer en fait la chaîne de valeur de la production et être toi-même tu envisages de l'upcycler alors moi-même j'aimerais pouvoir travailler sur une collecte des sous-vêtements, de la première génération de sous-vêtements auprès de nos clients. Si j'arrive pas moi à les collecter, je voudrais bien travailler avec un partenaire, je pense à Redonner par exemple, qui milite pour justement que nos clients puissent collecter leurs vêtements, leurs sous-vêtements, et qu'on puisse les transformer, en tout cas qu'ils puissent avoir une filière de recyclage qui soit vertueuse. Et demain, si ça ne se transforme pas en culotte ou en fil, ça peut se transformer en matériel d'isolation. Donc en fait, le sujet il est hyper intéressant, mais au moins on est sur un produit de base qui est fiable. Et en fait, je pense que ce qu'on oublie dans la terminologie du recyclage, on pense que tout peut être recyclable, c'est faux. Aujourd'hui, même si on arrive à trouver des solutions pour séparer les fils et les matières, détricoter un produit qui n'est pas à 100% de la même matière, c'est compliqué, a fortiori quand il y a des matières qui sont synthétiques. Mais en plus de ça, on l'a vu avec ce reportage sur la montagne de produits qui peuvent se retrouver à l'étranger et qui ont vocation à être collectés, c'est qu'on ne sait pas toujours quoi en faire de ces produits-là. Exactement. Donc, Exactement. Même si moi, évidemment, je n'ai pas du tout les volumes d'une grande enseigne de fast fashion aujourd'hui, j'ai encore des tout petits volumes et il va falloir beaucoup de culottes pour pouvoir transformer la matière et la créer en fil. Mais il y a des initiatives qui se créent et je trouve que si on arrive à créer de la matière neuve aujourd'hui, mais dont on peut finalement suivre
le cycle de vie, bah, c'est intéressant et au moins on a une contribution qui n'est pas juste une contribution court terme. Et les gens croient en fait que ce projet c'est un projet de marketing. Pour moi c'est plutôt un projet presque de vie, dans le sens où en fait c'est que la première étape. Aujourd'hui cette marque elle existe depuis 18 mois. Ce n'est guère que la première étape de tout un chemin sur comment on peut faire, comment on peut progresser déjà, comment on peut être une marque qui progresse, qui aide les clients à se questionner et à progresser. Je dis pas qu'il faut tous passer à la mode bio, c'est pas possible. Déjà pour des questions de budget, on produit pas suffisamment, on n'a pas besoin forcément. Je suis hyper moi intéressée, je m'éduque beaucoup aussi auprès de marques qui visent et qui soutiennent la déconsommation parce qu'effectivement on a besoin de moins en moins de choses. En revanche, peut-être qu'effectivement on investit un peu plus cher dans un pull qu'on va garder toute sa vie. Et à côté de ça, on peut effectivement aujourd'hui essayer de trouver des solutions pour consommer différemment. Nous, typiquement, jusqu'à l'année dernière, nos sous-vêtements étaient livrés dans des sachets qui étaient compostables. Déjà, ça a été un bras de fer avec le fabricant qui voulait absolument nous mettre du plastique. J'ai fait, non, en fait, si on commence à faire les choses comme ça, déjà, on essaye de progresser sur ce plan-là. Et à partir de cette année, on a substitué les sachets plastiques qui étaient quand même compostables par des bagues en chute de coton. Donc, on réutilise de la matière et c'est du papier de chute de coton. Donc, c'est fascinant parce qu'en plus, on peut être créatif en essayant d'innover sur ce produit-là. Et du coup, au lieu d'être jeté, il peut être recyclé dans la poubelle à papier. Donc jusqu'au moindre détail, voilà. Mais alors, c'est intéressant ce sujet du moindre détail parce que, en fait... le diable se cache dans les détails. Exactement. Et ça peut devenir assez... c'est une montagne, il y a des montagnes à gravir, en fait. Parce que la chance qu'on a, je pense, quand on a une marque qui se lance aujourd'hui, c'est qu'on a pléthore de solutions pour pouvoir offrir et trouver et animer finalement ce sujet de l'engagement et de la responsabilité quand on est une marque de mode. Mais il y a tellement de choses à faire et de chantiers que effectivement c'est sans fin. Mais après, aujourd'hui, l'avantage c'est qu'on a des solutions. Aujourd'hui, on trouve les solutions, mais il y a 2 ou 3 ans, on les trouvait pas. Exactement. Justement, tu voulais remplacer ton blister plastique par de la fibre de maïs, tu trouvais pas. Non, on te disait c'est beaucoup trop cher en fait. Exactement. Et ça reste cher en revanche. Et c'est ça aussi, je pense qu'il faut pas négliger, c'est que on peut pas tout faire. Hein. On peut pas être une marque à un prix accessible et en même temps apporter des solutions d'un point de vue environnemental ou écologique et en même temps, par exemple, être solidaire et en même temps se dire qu'on peut pas ne pas être cher. Enfin, à un moment, il y a une réalité de prix. Si tu veux créer de l'emploi, si tu veux contribuer à l'économie, ce qui n'est pas sale en soi, du coup, il faut... Parce qu'on peut avoir un engagement environnemental ou sociétal et aussi économique. Donc, c'est quand même ça, la vertu. On fait quand même du business, on ne fait pas une œuvre... on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Enfin, moi, j'aimerais bien, hein, mais je crois que c'est la réalité de personne. Donc, en fait, c'est intéressant de se dire comment on peut être effectivement engagé sur ce volet-là. Mais ça implique peut-être des sacrifices, effectivement, et notamment, il y a un sujet de coût très vite qui arrive. Donc il faut amortir le coût sur plusieurs enfants ou plusieurs générations d'enfants. Voilà, et en tout cas, moi, c'est le propos sur le sous-vêtement. Je suis consciente que c'est un produit qui est invisible, sur lequel les parents n'ont pas envie d'investir forcément. Que les enfants grandissent vite. Donc, je suis en train de réfléchir à la façon dont, effectivement, ce modèle économique pourrait évoluer, parce que ma volonté, c'est pas que les parents achètent systématiquement toutes les 3 à 6 mois. Il y a des parents qui achètent un petit peu grand pour les enfants et ça grandit avec eux. Exactement, on fait des doubles tailles, des choses comme ça, mais le fait de pouvoir se dire que déjà, on peut le transmettre dans la fratrie et qu'on fait un produit suffisamment résistant pour qu'il puisse durer, déjà, c'est une super avancée. L'autre sujet qui te tient à cœur, c'est le sujet de la diversité, de la représentativité aussi. D'ailleurs, tu nous en as parlé pour les couleurs. C'est quoi le problème de la représentativité dans la mode et en particulier dans la mode enfantine aujourd'hui? Alors tu me rappelles la conversation que j'ai eue avec Adrien Garcia, sur Entreprendre dans la mode. Fameux podcast. Parce que on me pose beaucoup la question maintenant et j'ai pas la réponse en fait. Moi, ma conviction, elle est personnelle, c'est j'ai une fille qui ne se retrouvait pas dans les personnages de dessins animés qu'elle pouvait voir, et donc ça m'a... Et il y avait évidemment... il y a eu des progrès depuis, hein. On a Pocahontas et d'autres figures. Voilà, on a d'autres figures, en tout cas... pour les enfants, positif pour les enfants. On a d'autres rôles modèles aussi. Elle est fan de Rihanna comme d'Angèle, donc... sont des femmes qui ont quand même du caractère et de la personnalité. Et puis et tout ça pour dire que en fait,
pour moi, le problème, c'est que ce qu'on voit en image ne représente pas ce qu'on peut voir dans les cours d'école. Et donc, concrètement, j'avais à cœur de pouvoir permettre aux enfants qui m'entourent de se sentir aussi bien représentés sur des images, comme on peut essayer de le faire aujourd'hui avec les photographes avec lesquels je bosse, et qui soit tout bêtement, et qui est la tête des copains de ma fille à l'école. C'est un sujet plus important. C'est un projet, mais c'est un sujet qui est très personnel parce que moi-même, je suis métisse. Hein. J'ai un papa qui était algérien, égyptien, qui est noir, et une maman qui est blanche. Et en fait, ça n'a jamais été un sujet pour moi, puisque ça m'a toujours paru évident, mais c'est les gens qui m'en parlaient. Oui. Donc, je me suis rendu compte que longtemps, j'ai grandi effectivement dans une dynamique qui était un peu différente, et qu'aujourd'hui, je pense que c'est bien de se dire que l'universalité ce sujet de la couleur, finalement, c'est un bon prétexte pour moi pour parler des couleurs de peau. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est un sujet plus important et plus profond que juste la représentativité, c'est-à-dire que beaucoup d'enfants ne vont pas pouvoir bien se construire, on se construit en ayant peu confiance en eux, parce que justement, en fait, ils vont estimer qu'ils ne sont pas dans la norme. Absolument. Et les enfants ont besoin de se sentir dans une certaine norme. Donc quand ils sont dans une école dans laquelle ils se reconnaissent au travers de leurs petits camarades, tout va bien, mais quand ils doivent ensuite aller à l'université, je ne parle même pas d'école de commerce ou autre, là, d'un coup, ils prennent un choc culturel très important, et des remarques aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que... quand on a une couleur différente, qu'on reçoit il y a aussi l'éducation. Il y a l'éducation, voilà, il y a la différence. Il y a des critères, enfin, il y a la connaissance, il y a un univers culturel et social qu'on acquiert tout au long de sa jeune vie, et effectivement... C'est de la culture en plus. C'est de la culture, absolument, de l'observation, et tout ça pour dire que... Et c'est pour ça que moi, ce sujet du déterminisme social me tenait à cœur dès la maternelle, parce que je pars du principe que c'est déjà très jeune, en fait, que les chances des enfants s'offrent à eux, ou pas, justement. Oui, ils se ferment. Et voire plutôt se ferment. Et on l'a constaté ces 2 dernières années, encore plus qu'avant. Hein, les inégalités, elles se sont creusées. Et c'était important pour moi de me dire, je peux peut-être contribuer à ça d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas à soutenir les projets qui vont avec ce projet-là. Et concrètement, tu fais comment avec ta marque ? Le volet marque. Comment est-ce que tu montres justement les différences ? Comment est-ce que tu t'engages dans plus de meilleure représentativité peut-être ? Mais alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai pas l'impression de m'engager, j'ai juste l'impression de faire ce que j'ai à faire. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas une question de me dire, je vais pas mettre... désolée, je vais être un peu crue, mais je vais pas mettre une jeune fille noire, un asiatique, une brune, un blond. Je le fais pas de façon volontaire, en fait. Je cherche des enfants qui correspondent aux enfants qui m'entourent. Et accessoirement, j'ai arrêté de les choisir. C'est-à-dire que je propose plutôt, moi, à la communauté sur Instagram, quand je peux faire un casting, de pouvoir recruter des enfants. Et je choisis, évidemment, je choisis ces enfants-là en fonction de leur dispo, mais je n'ai pas une volonté pure et dure de me dire il faut absolument qu'il y ait des quotas. Je ne suis pas pour la politique des quotas. Je dis juste, en fait... Je veux juste qu'aujourd'hui, les visages qui incarnent la marque soient le reflet de ce qu'on a dans la vie. Mais pour moi, et c'est vraiment une discussion que j'ai depuis longtemps et que j'avais déjà avec Adrien quand on en a parlé sur Entreprendre dans la mode, ça ne devrait pas être un sujet en fait. Ça devrait être une norme. Et c'est un peu plus pour ça que je milite. C'est-à-dire qu'en fait, quand suffisamment de gens, en fait, le jour où j'aurais réussi, c'est le jour, et il n'y a pas que moi, parce qu'il y a tout un tas de marques. Moi, je ne suis qu'une petite goutte dans la mer de toutes les initiatives qui peuvent se prendre pour avoir plus de représentativité. Il se trouve qu'en France, on n'a pas cette question des quotas comme on peut l'avoir aux États-Unis, mais en fait, la victoire, elle sera à partir du moment où on ne se posera plus la question de savoir si cette femme est noire ou pas, ou si ce président est noir ou pas. Donc, pour moi, le sujet, c'est avant tout de se dire, au-delà de la question des couleurs, qui pour moi est presque un non-sujet, ce qui m'importe, c'est comment la marque peut contribuer, en fait, à son échelle, à soutenir le déterminisme, enfin, à lutter contre le déterminisme social. Et pour ça, on reverse systématiquement, en fait, une partie de ce qu'on gagne au fonds de dotation que j'ai créé en parallèle, qui s'appelle Elementaire Foundation. Et Elementaire Foundation soutient des projets d'associations
soutiennent, qui eux-mêmes militent pour l'égalité des chances des plus jeunes. Donc concrètement, ça veut dire qu'à chaque fois que tu achètes sur le site, c'est un achat engagé, puisque en fait, donc sur élémentaireparis.com, en fait, parce que je ne peux pas le faire sur tous les modèles, on en reparlera, mais en tout cas sur notre site à nous, j'ai la possibilité de pouvoir reverser, puisque c'est moi qui ai le contrôle, une partie de ce qu'on gagne. Cet argent, il est récolté une fois par an. On le reverse, du coup, au fonds de dotation. On est sur une plateforme qui s'appelle Hello Asso et qui nous permet de récolter ces dons. Et ces dons, on peut contribuer aussi, par ailleurs, en direct, parce que en fait, je voulais pas que les gens se sentent obligés de passer par un acte d'achat. Certains, peut-être, n'ont pas d'enfants dans dans leur entourage. Certains sont touchés par le sujet, et c'est le cas de certains donateurs, mais n'ont pas forcément la volonté d'acheter des produits. Je ne voulais pas forcer l'acte d'achat. Ou veulent dépasser le don en termes de montant, d'ailleurs. Et de fait, on a des donateurs en direct qui nous permettent de soutenir cette fondation. Et cette fondation, qui a plutôt une structure de fonds de dotation, c'est un peu plus léger en termes on va dire que c'est plus agile, nous permet de soutenir 1 à 2 associations par an. Là, on en a choisi 2. Concrètement, oui, jusqu'à l'année dernière. Une association qui s'appelle Ma Chance Moi Aussi, qui ouvre des lieux périscolaires pour les enfants, pour les accompagner après l'école et pendant les vacances. Moi, j'accompagne tout particulièrement le lieu qui se trouve à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Et une autre association qui s'appelle l'Écho des 100 mots, qu'on a accompagnée l'année dernière, notamment sur... en fait, c'est une association qui accompagne les enfants à la lecture et au théâtre. Qui s'est un peu transformé en épicerie solidaire, les pauvres, compte tenu du contexte. Ils ne pouvaient plus aller, ni recevoir, ni aller chez les gens. Donc, ils ont essayé de transformer un peu leur modèle, et nous, on a essayé de les accompagner l'année dernière. Donc, on essaie d'avoir des actions concrètes comme ça, et surtout, pour moi, ça a été immédiat, c'est-à-dire que, évidemment, pour des questions, on va dire, purement comptables et administratives, on récolte l'argent 1 fois par an, mais ça ne nous empêche pas, effectivement, de mener des actions en parallèle, d'essayer d'avoir des actions de terrain. On a des marques qui se sont associées, comme Kerzon, par exemple, qui est la maison de soins pour la maison, qui nous a accompagnés sur une opération, et ça nous permet aussi effectivement de récolter plus de dons et de faire plus d'opérations essayer d'être présent pendant toute l'année et de ne pas de faire des coups d'éclat, parce que l'objet et le projet, il est vraiment pérenne. Et c'est là, finalement, où tu opères un peu ce cercle un peu à 360, c'est-à-dire que, et j'en parlais pas plus tard qu'il y a quelques heures, hier, sur... J'ai un objectif qui est évidemment de pérennité de cette entreprise, et je serais hyper heureuse et ravie, et j'aurais réussi au-delà de la question de la diversité à partir du moment où je pourrais récolter suffisamment pour pouvoir donner à ces actions-là, et du coup avoir un engagement citoyen. D'ailleurs, tu es la première marque à avoir créé un fonds de pérennité, donc ça c'est un nouveau dispositif. Alors ça c'est une idée magique de mon juriste, de mon avocat. Et qu'est-ce que c'est un fonds de pérennité, et qu'est-ce que ça apporte en supplément à ton entreprise? En fait, quand j'ai... la chance que j'ai eue avec ce projet, c'est que j'ai rencontré la bonne personne pour m'accompagner sur ce projet, qui est un avocat qui est spécialisé dans les fonds et les fondations, un cabinet qui s'appelle Fidal, et un monsieur surtout qui s'appelle Stéphane Couchou, maître Stéphane Couchou, qui est vraiment spécialisé sur le sujet du mécénat et des fonds de dotation. Et il se trouve que c'est grâce à lui qu'on a construit ce modèle d'entreprise à mission, et très vite, quand je lui ai raconté mon projet, je lui ai dit que moi, j'avais pas vocation. Évidemment, je veux que ce projet réussisse et soit pérenne, mais j'ai pas la vocation de m'enrichir à tout prix. J'ai plutôt envie de pouvoir redistribuer une partie de ce que je vais gagner à cet engagement solidaire. Et il m'a dit, écoute Nargis, ça tombe bien, parce qu'au-delà du fonds de dotation qu'on avait créé, il m'a dit, il y a un levier de la loi Pacte qui va te permettre... Tout nouveau. De mémoire, qui a à peu près 1 an, parce qu'on l'a fait en janvier 2021, mais un levier de la loi Pacte qui te permet de céder des parts à un actionnaire plutôt minoritaire, mais qui est un actionnaire bienveillant. Donc c'est ce fameux fonds de pérennité. Donc c'est une personne morale qui a vocation de rester ad vitam aeternam un actionnaire de l'entreprise, y compris si demain on se dit qu'elle venait à être cédée ou revendue à
voilà, et qui va me permettre de... Et donc, j'ai cédé des parts, en fait, à ce fonds de dotation, à ce fonds de pérennité, on va y arriver. Et c'est un actionnaire qui va... d'une façon ou d'une autre, puisque pour l'instant c'est une personne morale, mais la façon dont on va l'animer, c'est qu'il puisse préserver les valeurs de l'entreprise et ses engagements, notamment en termes social et solidaires. D'accord, donc les parts sont incessibles, j'imagine. Les parts sont incessibles et ça va nous permettre... Donc, à ce stade, pourquoi on l'a fait si tôt? Parce que en fait, l'entreprise était très jeune, donc il y avait pas... Pour se rentrer dans les détails, il y a une question fiscale qui fait que quand tu cèdes des parts, du coup, tu as intérêt à céder des parts à un moment où elles n'ont pas encore beaucoup de valeur. Voilà, et que ça ne génère pas un coût pour la société. Mais ce qui nous intéressait au-delà de ça, on n'avait pas la vocation d'être le premier. Moi, je suis hyper fière que seul le soit, mais finalement, je veux juste, encore une fois, questionner et peut-être ouvrir la voie à d'autres en expliquant que... Et d'ailleurs... je suis très admiratif, par exemple, du modèle de Léa Nature et du fondateur Absolument. Qui vient d'annoncer il y a quelques semaines qu'il allait justement céder en fait, une partie de son entreprise ou les rênes de son entreprise à un fonds de dotation pour que justement... Enfin, les bénéfices en tout cas, pas tout céder, mais les bénéfices en fait seront reversés à un fonds de dotation de façon systématique parce qu'il ne va pas céder son entreprise à sa famille. Il y avait Patagonia aussi comme grand modèle philanthropique qui mêle philanthropie et business. En fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai envie de croire... Non, on n'a pas cette culture et j'ai envie de croire que ça fonctionne. En fait, pour moi, c'est là où c'est l'avenir, c'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir une entreprise qui n'a pas la vocation d'avoir un impact d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'impact qu'on peut avoir. Et on peut avoir un impact sur l'environnement, mais aussi avoir un impact sur la société. Et ce sujet d'entreprise citoyenne me tenait beaucoup à cœur parce que je pense que le gouvernement n'a pas la réponse à tout. Malheureusement, on a des GAFAM qui, du coup, s'enrichissent. Et je trouve que, du coup, ce sujet de l'actionnariat bienveillant, il est hyper intéressant. Et il a vocation, à mon sens, à faire un peu tourner les choses dans le bon sens. Si on arrive à faire ça, je le vois notamment avec des plateformes comme Lita, je trouve, qui t'encouragent justement à investir dans des entreprises bienveillantes et à être toi-même un actionnaire bienveillant. Donc il y a quand même, au vu du succès de la plateforme, on peut quand même imaginer qu'il y a tout un tas de gens qui seront contents demain d'investir dans des entreprises qui ont cette vocation bienveillante et que c'est peut-être ça qui va nous permettre de reprendre un peu la main sur la façon dont le monde tourne. Alors, encore une fois, c'est la voix d'une optimiste, mais j'ai envie d'y croire parce que je pense qu'on peut mener ce modèle économique de réussite avec ce modèle d'objectif de Est-ce qu'il y a d'autres initiatives positives autour de toi qui te donnent la patate comme ça? Tu te dis voilà, que tu as envie d'encourager, que tu as découvert récemment peut-être? C'est vrai que ce modèle de Léa Nature m'a beaucoup inspirée parce que c'est un modèle grand public. On peut être une marque, on n'est pas obligé d'être une marque de niche. Moi, je suis encore une marque de niche, mais c'est la preuve qu'on peut être une marque grand public vendue dans des grandes enseignes et dans des hypermarchés et en même temps avoir un impact sur la société et sur l'économie. Donc, c'est plutôt un modèle comme celui-là. Et après, il y a des modèles de marques que je trouve intéressantes. J'en parle toujours, mais c'est Loom. C'est-à-dire que le combat que peuvent mener Julia et Guillaume au sein d'une incitation à la déconsommation avec des vêtements, ça reste de la mode, mais à inviter à déconsommer, je trouve ça hyper intéressant. C'est une marque très activiste. C'est une marque très militante et très activiste. Ouais. Donc, moi, je me sens moins activiste qu'eux. Après, c'est vraiment des questions de personnalité. En revanche, elle est hyper claire sur la façon dont elle exprime les choses. Et là encore, pour moi, c'est nécessaire d'avoir des figures comme Julia qui racontent, en fait, la vérité et les mots et qui vulgarisent le propos, en fait. Parce que comme il y a une espèce de brouhaha encore sur cette question de la mode responsable, c'est important d'avoir des figures comme ça qui s'expriment. Ouais. Néanmoins, elles font du business. Donc, vous êtes toutes les deux, vous faites du business. Jusqu'à quel point, justement, vous allez... donc, quand il dit business, il dit croissance de l'entreprise, nécessaire croissance. Jusqu'à quel point, justement, est-ce que tu te poses cette question quand tu regardes l'avenir? Tu te dis, ok, j'imagine que tu rêves grand quand même et que tu as envie de la réussite de cette marque, mais est-ce qu'à un moment, tu te poses la question de est-ce que je vais limiter ma croissance ou est-ce que... Oui, je vais limiter ma croissance parce que, comme ma volonté, c'est d'avoir une croissance douce.
Alors moi, j'ai un peu... ce qui est difficile finalement, je trouve, pour une entreprise comme Élémentaire, c'est qu'aux yeux de l'économie sociale et solidaire, je suis une entreprise, et aux yeux de l'entreprise, je suis une entreprise sociale. Et donc, j'ai pas une croissance suffisamment forte et porteuse. Voilà, parce que j'ai envie de reverser une partie de ce que je gagne à cette action solidaire. J'ai évidemment envie que cette marque réussisse, mais avec un modèle de croissance douce et effectivement pas avec la volonté de m'enrichir. Donc je ne vais pas intéresser des actionnaires qui veulent effectivement se faire leur beurre sur le dos de l'entreprise parce que de toute façon, ce n'est pas la vocation première de l'entreprise. Et j'ai aussi envie de grandir, mais de façon suffisamment humaine. Donc je me vois pas, j'ai pas du tout, je vise pas en plus... ça, c'est peut-être la question de l'âge, mais même pas, parce que tu vois, Julia, Guillaume, leur équipe, ils sont quand même relativement jeunes. Moi, je suis un peu plus vieille, mais je vise pas la réussite à tout prix. Ce qui m'épanouira, c'est plutôt une réussite à taille humaine. S'il s'agit d'être, je sais pas, 5 ou 10 dans l'entreprise et que l'entreprise soit pérenne et croissante, ben, c'est très bien. Je vise pas d'être une grande entreprise. Qu'est-ce qui te donnera l'indicateur que tu as réussi et que tu as atteint le but que tu as La même chose que ce que je disais déjà il y a 1 an et demi à Adrien, c'est avoir gagné suffisamment d'argent pour pouvoir en reverser une partie à des actions et à plus d'actions solidaires et avoir un véritable impact en fait sur la vie de ses enfants. Aujourd'hui, l'entreprise et les actions qu'on mène, elles me permettent de soutenir 24 enfants qui sont 15 nationalités différentes, qui sont CP, CE1, CE2 et qu'on va accompagner pendant plusieurs années. Et ben, rien que ça, moi, ça m'émeut beaucoup. Et si on arrive à faire ça sur encore plus d'enfants demain, je me dis qu'on aura eu un impact peut-être sur 100, sur 1000 enfants et sur la réussite de ces enfants-là. Et moi, à ce stade, c'est tout ce qui compte pour moi. Merci beaucoup Nergis d'avoir répondu aux questions de manière aussi ouverte. Si vous voulez aider Nergis, Hello Asso ou sur le site de la marque et acheter les sous-vêtements pour votre entourage, vos enfants, les petits cousins. N'achetez pas à tout prix, achetez ce dont vous avez besoin. Voilà. Et surtout, mettez de la couleur dans les tiroirs parce que vous verrez, la routine du quotidien sera plus jamais la même. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet entretien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquez sur la petite cloche pour nous suivre, likez, commentez. Merci beaucoup. Mettez des pouces en l'air. Mettez des pouces en l'air. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci aux équipes de production de Big Success et Top Talent. Orlan derrière la caméra, Marine au montage, William à la prod. Merci à mes partenaires ADN Paris et By Charlot. Merci à Coco pour le maquillage, Bernard et Lucas. Et à la semaine prochaine. À bientôt.